Avant-dernier Grand Prix de la saison, Jean-Louis, le Brésil. Alors c'est un tracé qui est compliqué, mais très apprécié que ce soit par les pilotes ou par le public. Alors déjà, on va parler des pilotes. Oui, bien sûr que c'est un tracé compliqué. Le fait de monter ou de descendre, ça les rend même quelquefois malades. Il y a de toutes sortes de virages, des courbes difficiles. Juste après la ligne de départ, on plonge dans les S de Senna, formidable, la Curva del Sol. Après, on remonte. Il y a déjà une première zone de DRS. Ensuite, vous avez tout cet enchaînement de petites épingles. Et puis, la jonction, on remonte l'énorme courbe qui remonte vers la ligne droite des stands, où il faut naturellement du moteur. Donc beaucoup de pilotage, ça c'est vrai. Un public formidable aussi, parce que si par bonheur, Massa faisait un temps canon en qualification, alors vous pouvez être sûr que là, on remplit tout. Et puis, je dirais aussi l'ambiance, parce que normalement, la météo doit être bonne, mais on n'est jamais à l'abri de la pluie, et tout d'un coup, vous avez 80 000 personnes qui crient « Chouba, Chouba, il pleut, il pleut ». Et là, c'est le délire complet parce qu'ils savent que les choses vont changer. Donc en plus, c'est un public compétent et c'est ça qui est formidable. Justement, Jean-Louis, à propos de cette météo, comment on fait pour se préparer, sachant qu'on ne sait pas s'il va faire beau ou il va pleuvoir? Enfin, niveau réglage et pneumatique, comment les écuries gèrent ça? Alors, vous savez que maintenant, il y a des réglages pluie et des réglages secs, très prononcés d'ailleurs. On peut faire les deux choses. Hein. Pluie, c'est souple, sec, c'est plutôt dur. Mais on sait qu'au Brésil, le revêtement est tel. C'est-à-dire que malgré la bonne volonté des Brésiliens de refaire la surface à chaque fois, dessous, là, avec le climat tropical, la végétation pousse et, quoi qu'il advienne, les équipes le remarquent, ils ont refait le revêtement, mais il y a toujours autant de bosses. Oui, c'est vrai, il y a toujours des bosses. Donc on a toujours intérêt à régler la voiture de façon souple. Pas trop pour pas que le pilote soit tabassé à l'intérieur, mais pas trop dur non plus, parce que la voiture ne ferait que sauter, ou sautiller si vous préférez, et ce serait très embêtant. Donc, quoi qu'il advienne, on doit avoir à Interlagos une voiture qui est réglée pour les deux. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ou que ça soit sec, la voiture sera plutôt souple, avec une garde au sol un peu élevée, de l'appui aérodynamique malgré les longues lignes droites, et donc ça devrait faire convenir à toutes les sortes de pilotage et toutes les sortes de météo. Alors c'est un tracé qui a toujours réussi, enfin en tout cas plusieurs fois d'affilée, à Nico Rosberg. En revanche, Lewis Hamilton ne s'est jamais imposé là-bas. Jean-Louis, est-ce qu'à votre avis, la malédiction peut se lever ce week-end à Interlagos? Est-ce qu'il va vaincre le signe indien? Oui. Alors il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est est-ce que pour essayer de défendre Rosberg, Hamilton va le protéger de Vettel? Pour moi, la réponse est non. Je veux dire, si Hamilton il veut gagner la course, il la gagnera. S'il le peut, il fera tout ce qu'il peut d'ailleurs pour le faire. À moins que l'équipe Mercedes donne des consignes en course, plutôt avant la course d'ailleurs, parce qu'en course c'est interdit, en disant voilà, on gèlera les positions au tour 40 ou au tour 30. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que Rosberg va pouvoir battre Hamilton? Vous savez comme moi qu'il faut que Nico, fasse la pole position, réussisse un bon départ, ce qu'il ne fait pas toujours. Ce qu'il a réussi à faire, par contre, à Mexico. Donc ça, on verra de ce côté-là. Je suis obligé d'ajouter un troisième chapitre, c'est Vettel. Est-ce que Nico Rosberg va être dépassé par Sébastien Vettel? Il y a 21 points d'écart entre les deux, à l'avantage de Nico Rosberg, c'est presque une victoire, mais enfin, on sait que Vettel est un garçon très déterminé, qui aime beaucoup le Brésil, beaucoup. Il a fait des performances en Red Bull Renault absolument formidables, notre ami Vettel, et donc il a l'intention de pousser sa Ferrari sur les brisées de la Mercedes de Rosberg. On dit, Jean-Louis, que Red Bull s'est rabiboché avec Renault, c'est vrai? Je ne peux rien vous dire, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que j'entends tellement de choses que je ne peux pas dire qu'ils se soient rabibochés. On connaît très bien le problème. Hein. Ils n'ont pas de moteur. Mercedes ne veut pas leur en donner pour différentes raisons. Un, avoir un concurrent. Deux, subir les foudres de Red Bull comme Red Bull l'a fait avec Renault. On sait que Ferrari pourrait le faire, mais veut un contrat de 3 ans parce que ça nécessite un gros investissement. Bon, il reste Renault parce que Honda, Ron Dennis a dit non plus. Il reste Renault, un retour chez Renault. Donc on sait très bien que chez Renault, Carlos Ghosn a dit qu'il ne serait plus motoriste. D'un autre côté, voyons les choses pragmatiques, si vous avez un moteur Renault dans la Red Bull et vous, un moteur Renault dans votre propre Renault, déjà vous pouvez comparer votre moteur et votre châssis, donc votre châssis aux performances générales vis-à-vis de la Red Bull Renault. Mais bon, est-ce que ça va se faire? J'entends aussi qu'on donnerait du côté de Renault un 6 cylindres et puis qu'il y aurait un appareillage autour.
Ça, j'y crois absolument pas. En tout cas, chez Renault, on me l'a démenti. On m'a dit non, ça ne peut pas exister. Et d'ailleurs, je crois que le point faible du moteur Renault, pour l'instant, c'est le 6 cylindres. Donc je ne vois pas pourquoi on avancerait sur ce terrain-là. À moins que, mais ça, vous allez certainement me poser la question, à moins que le nouveau moteur Renault fasse des performances formidables. Alors, est-ce que justement ce nouveau moteur ne sera pas à Interlagos? On sait qu'ils arrivent avec des modifications, mais en quoi consiste-t-elle et Renault joue gros finalement là? Oui, il joue très gros parce que il y a donc Interlagos, mais il y a derrière la saison 2016 qui se profile. Et donc ce moteur, c'est la base du moteur 2016. Donc attention. Alors, il y avait 12 jetons encore possibles, vous savez les jetons pour les évolutions. 12 jetons encore possibles pour Renault. Ils en ont utilisé 11 pour changer chambre de combustion, piston, etc., de façon à mieux utiliser le carburant, à mieux provoquer l'explosion à l'intérieur du moteur. Et en l'occurrence, c'est le banc d'essai. On n'a pas pu le faire, vous vous en souvenez, à Austin parce qu'il pleuvait trop. On n'a pas pu le faire à Mexico parce qu'un circuit à 2200 mètres, ça ne dit rien du tout. Donc on le fait là, à Interlagos, un circuit qui est à 800 mètres, mais enfin, on aura quand même de bonnes indications. Effectivement, comme le dit Rémi Taffin, ici à Interlagos, on joue gros. C'est notre nouveau moteur, parce qu'on peut le dire comme ça. Contrairement à ce qu'on a souvent pensé, Renault, ils savent faire des moteurs 6 cylindres, etc., etc., et c'est l'électricité qui ne va pas. Non, non, l'électricité, ça marchait très bien. C'est le moteur V6 qui ne marchait pas du tout, parce que justement, Renault n'y était plus habitué. Ils avaient fait des V8 et des V10 à injection indirecte. Là, c'est un V6 à injection directe. Plein de choses qui font que, bon, ils ont échoué sur ce moteur. Le nouveau est là, à Interlagos, donc on va tous attendre de voir ses performances dans les machines de Kiat et de Ricciardo. Dernière question, Jean-Louis, à propos du Mercato, qui est un petit peu mou. Enfin voilà, Kiat a été confirmé chez Red Bull aux côtés de Ricciardo. Et qui pour remplacer Grosjean chez Lotus? Le drame est le suivant. Le drame est que, si vous voulez, du côté de Renault, on souhaite naturellement, et c'est quasiment obligatoire, enfin une nécessité impérieuse, je dirais, d'avoir un pilote français. Mais Lotus s'est déjà prémuni, parce qu'on ne sait pas si finalement ce contrat va être signé, ce contrat d'achat entre Renault et Lotus va être signé. Et donc il y a Maldonado, qui a déjà apporté l'argent qu'il fallait, et il y a Joe Lyon Palmer, le fils de Palmer, qui a lui aussi un contrat en bonne et due forme. Donc pour l'instant, on s'oriente vers Joe Lyon Palmer, qui remplace Romain Grosjean. Je pense qu'on en restera là parce que je connais le père de Palmer, Jonathan Palmer, qui est un pilote, comme j'ai toujours dit, assez médiocre, et qui cherchera toutes les combinaisons possibles pour embêter Renault si des fois Renault ne voulait pas de Palmer. Je crois qu'il faudra attendre 2017 pour avoir un pilote français dans l'écurie Renault, si toutefois le rachat est finalisé. Le rachat, on nous dit que la décision a déjà été prise. L'annonce devrait être à Abu Dhabi à la fin du mois de novembre. Donc il faudra attendre 15 jours après le Brésil pour en savoir plus et de façon définitive.